D'abord, si vous voulez bien, j'aimerais ça qu'on fasse le classique qui est Oui. Si c'est un homme de Primo Levi. Je crois que c'est un livre essentiel. Ah, Et en italien, c'est Questo è un uomo. la traduction française, à mon avis, est excellente. Je lis beaucoup, alors quand il y a des traductions qui m'écorchent les oreilles, je m'en aperçois. Celle-ci est vraiment excellente. Bon, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? Ben, en fait, je l'ai découvert, à ma grande honte, seulement l'été dernier. Je savais que le livre existait, mais je ne l'avais jamais lu. Je vais à ma bibliothèque de quartier et il est là, devant moi. C'est une nouveauté, donc voilà. Je le prends et ben là, j'ai un coup de cœur. Un coup de cœur incroyable. Je le lis durant l'été, il fait beau. C'est bizarre lire un livre aussi triste, aussi dévastateur, mais c'est peut-être mieux en fait de le lire quand il fait beau. Et pourquoi c'est un coup de cœur? Alors j'explique un peu. Primo Levi est un chimiste italien, juif italien, qui à 24 ans a été arrêté à Turin parce qu'il participait à des activités antifascistes. Il ne venait pas d'une famille juive très pratiquante, mais il était juif italien. Il est envoyé à Auschwitz et il y restera 1 an. Il revient en 1945 et en 1947, il publie Si c'est un homme. Le livre, à l'époque, n'a aucun retentissement. C'est incroyable, hein? Hein, C'était trop près. Il s'en vend 2500 copies. C'est une vente confidentielle. Et les chroniqueurs, par la suite, diront mais personne ne voulait savoir ce qui s'était passé dans les camps. C'était trop proche et trop douloureux. Et peut-être que ça remuait quelques culpabilités aussi. Il faudra attendre 1958, donc 10 ans plus tard, pour que des traductions se fassent, pour que le livre commence à se vendre un peu partout à travers le monde. Ça devient un best-seller. Monsieur Lévy donne des conférences. Il sera chimiste, ceci dit, dans une entreprise jusqu'à la fin de sa vie. Il meurt en 1987. Et la thèse du suicide qui a cours depuis ce temps est de plus en plus remise en question. Alors, de toute façon, c'est pas tant ça le sujet. Pourquoi est-ce qu'un autre livre sur les camps de concentration, pourquoi ce livre, parce que ce n'est pas le seul, est-il si important à mes yeux, en tout cas, puis je pense aux yeux de beaucoup de chroniqueurs littéraires, parce que on est très, très loin des descriptions sanguinolentes. On est loin des effets de toge. En fait, c'est un livre, vous allez voir, c'est bizarre comment je vais vous le dire. C'est un livre écrit calmement, posément, sans haine. Il a dit qu'il n'avait jamais été habité par la haine, ni pendant, ni après. Mais la description de tout ce qui s'appelle, lui, il le dit comme ça, une entreprise de démolition. Il appelle ça la démolition. Je ne sais pas quel est le mot italien, mais pour lui, c'est un mot qui revient souvent. On a voulu faire de nous des larves, des non-humains, des sous-humains, des moins que rien. Et dans beaucoup de cas, ils ont réussi, ne serait-ce par exemple qu'en affamant les gens. Et on se rend compte que la survie tient à peu de choses et il prend soin de le dire. C'est pas nécessairement les plus intelligents qui survivent. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est celui qui est mort, c'était pas parce qu'il était niaiseux. C'est souvent la chance, c'est souvent le hasard. On choisit au hasard qui on va gazer. Lui, dans son cas, comme chimiste, a eu la chance le dernier hiver de ne pas mourir de froid parce qu'ils l'ont mis dans un laboratoire. Et en plus, il dit qu'il sera éternellement reconnaissant à Lorenzo, un ouvrier civil italien qui, chaque jour, pendant 6 mois, lui apportera une demi-tranche de pain. Survivre au camp, c'est manger une demi-tranche de pain. Il dit d'ailleurs que le jour. pire, c'est la faim. Alors, il dit, nous sommes la faim. Et là, il y a des passages extraordinaires parce qu'il décrit beaucoup et il explique aussi. Il est philosophe, quelque part, M. Lévy, et pour les gens qui aiment la langue aussi, il va nous expliquer que les mots au camp n'ont pas le même sens que pour les hommes et les femmes libres. Si on dit comme homme et femme libre, j'ai faim, ben, surtout dans nos pays, il y a des chances qu'on trouve quelque chose à manger, que quelqu'un nous en apporte, etc. Si on dit j'ai faim au camp, en fait, on ne dit pas j'ai faim. Il dit nous sommes la faim. C'est vraiment extrêmement troublant, c'est percutant, écrit dans un langage magnifique. Et pourquoi il faut aujourd'hui encore lire ce livre qui est pas facile à lire, là, j'en conviens, malgré certains moments plus lumineux. Vous parliez des mots, je pensais que vous alliez le faire, mais je vais le faire à votre place si vous voulez bien.
c'est des mots très très forts. D'ailleurs, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire, le triste anniversaire de la Nuit de Cristal, et il y avait des manifestations à Berlin. Et sur les pancartes, c'était une phrase de Primo Levi qui était inscrite, et la phrase était « C'est arrivé, ça peut donc arriver de nouveau ». Voilà. Et on le sait tous ici très très bien. Mais il commence son livre en disant « Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui traîne dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux et jusqu'à la force de se souvenir les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas, gravez ces mots dans votre cœur. » Le livre ressemble à ça. Oui, le livre ressemble à ça. Ce poème magnifique est écrit tout au début du livre. Alors, il veut nous aider à comprendre ce qu'il veut faire, Primo Levi. Il veut nous dire ce qui se passe dans le monde, et c'était pour la première fois, et ça n'a pas été la dernière, malheureusement, des choses inconcevables. Et il y a une grande réflexion sur mais comment des êtres humains peuvent faire ça à d'autres êtres humains. Moi, je pense que ça doit nous toucher encore aujourd'hui. Vous alliez dire pourquoi c'est important de lire aujourd'hui? Parce que encore aujourd'hui, il y a des camps. Des camps de concentration exactement du même ordre, non à ce qu'on sache, mais je rappelle qu'encore aujourd'hui, il y a 700 000 Rohingyas qui sont dans des camps de réfugiés, qui sont apatrides et qu'à part quelques organismes des ONG, là, personne n'aide et tout le monde veut s'en débarrasser parce que personne ne veut les avoir. Je rappelle qu'il y a 65 millions de réfugiés dans le monde, réfugiés d'ailleurs, hein, qui pour les 3/4 ou même 80% sont dans des pays en développement. Ils ne sont pas dans nos pays, nous qui paniquons à chaque fois que 2 ou 3 000 personnes franchissent notre frontière. C'est pas chez nous qu'il y en a vraiment des réfugiés. C'est par exemple en Jordanie, c'est au Liban, c'est même en Turquie. Donc, je pense que c'est ça qu'il veut nous dire, Primo Levi. Donc, parce qu'il écrira plus tard, hein, il réécrira, et des postfaces fort intéressantes. Il faut acheter, en fait, si on achète ou si on prend la bibliothèque, la réédition de 2017. Il y a 4 postfaces, dont une où, en 1976, Primo Levi répond, en fait, donne ses réponses à plein de gens qui lui posent toujours les mêmes questions. Bon, ben, il dit là, je vais les écrire, mes réponses, vous allez les savoir. Et là, il y a des phrases vraiment importantes. Je vous en cite quelques-unes, si j'ai un petit peu de temps encore. Oui, oui, allez-y. D'accord. Il dit: si, en dépit des différentes sources d'informations dont il disposait, la majorité des Allemands ne savaient pas ce qui se passait, c'est parce qu'ils ne voulaient pas savoir, ou plutôt parce qu'ils voulaient ne rien savoir. C'est fort, c'est intense. Certains diront peut-être qu'ils ne sont pas d'accord. Moi, je pense que c'est vrai. Plus je lis, plus je pense que c'est vrai. Et ce qui est fascinant chez Primo Levi, c'est qu'il dit tout ça, là, et il nous dit « Je ne hais pas le peuple allemand. Mais faites juste attention désormais à ce que vous allez faire. » Quand on est silencieux devant les discriminations, devant l'intolérance, devant la haine, on permet à des dictateurs de prendre le pouvoir. Une autre phrase. Il dit « Hitler proclamait « Nous devons nous méfier de l'intelligence et de la conscience et mettre toute notre foi dans les instincts. » Alors, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas là l'un des premiers populistes des temps modernes? Et il écrit donc, Lévi, « Il faut nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voies que la raison. Autrement dit, il faut se méfier des chefs charismatiques. » Moi, écoutez, là, il écrit ça en 1977. Je trouve que c'est prémonitoire. J'ai pas besoin de faire de grands dessins ici pour expliquer que dans différents pays du monde, et dans certains cas pas très loin du nôtre, il y a des gouvernements de plus en plus autoritaires, au vernis démocratique. Oui, il y a des élections, mais en fait, des gouvernements qui ont tellement de pouvoir qu'ils imposent des mesures à leur population, des mesures fondées sur l'insécurité, les préjugés et la haine. Le plus grand danger qui nous guette au Québec, tout le temps, puis j'ai un certain âge, fait que je peux me permettre de le dire, parce que moi-même, je l'ai cru longtemps. Ah, on est à l'abri. Ici, ça se passera jamais. Moi-même, j'ai cru ça longtemps, un peu naïvement. Mais là, moi, ce que je veux dire, c'est que maintenant, au 21e siècle, si l'un des enjeux majeurs, cruciaux, fondamentaux est effectivement l'environnement et la lutte au changement climatique, il y en a un autre
tout aussi fondamental et sur lequel il faut agir dès maintenant, c'est la lutte contre toute forme d'intolérance et de haine. Et n'imaginons pas qu'au Québec, nous soyons à l'abri.